avec la Russie. Ça n'a rien à voir. L'accord militaire avec la Russie, c'est un accord de coopération, d'assistance technique. Un peu comme on a amené le colonel Sylvain, l'Israélien pour venir former le BI. Il finit de former le BI, il s'en va. La Russie vient, elle vous donne peut-être les armes pour telle chose, elle s'en va. Et la Russie a même déjà vendu telle arme au Cameroun. Le Cameroun a déjà coopéré quoi avec la Russie depuis que c'est arrivé. Le Cameroun a son partenariat de défense avec la France. Et le boss au Cameroun, c'est la France. Si vous prenez dans le cadre du pétrole, vous allez partir dans le Nozo, mais qui contrôle tous les puits de pétrole, 90% des puits de pétrole dans le Nozo. On nous fait comprendre que c'est la France qui organise la déstabilisation du Nozo. Pourtant, c'est la même France qui détient tous les puits de pétrole que Paul Biya Ahidjo leur ont donné. Perenco contient 95% des puits de pétrole dans le Nozo. On se pose donc la question de savoir, mais comment la France va déstabiliser ses propres intérêts? Parce qu'on veut faire passer une politique de bouc émissarisation, un sacrificiel aux Camerounais et ne pas oblitérer la vérité selon laquelle Paul Biya est parti tuer les anglophones, Paul Biya a violé les accords de 72, Paul Biya a pris les armes pour aller massacrer sa propre population, il a tué 20 000 personnes. On ne veut pas qu'on en parle et tout ça est né de la malgouvernance de Paul Biya et parce qu'il n'écoute pas les Camerounais. Il n'a qu'une seule arme, le marteau, c'est un marteleur. Tout ce qu'il sait faire, c'est frapper avec le marteau. Donc voilà par exemple, voilà 3 exemples que je prends, que certains panafricains camerounais ne veulent pas mettre ça en lumière. On nous dit aussi qu'il n'y a jamais eu de base militaire française ou américaine au Cameroun. Je parle sur le contrôle des NCH, parce que c'est l'administrateur. Au Nord Cameroun, à la base du croix 201, au Nord Cameroun, il y avait 450 soldats américains. Ils faisaient quoi? Ce sont eux qui formaient les soldats camerounais pour combattre Boko Haram. À cause de certaines exactions, ils sont partis. On a dit que non, ce sont eux qui voulaient déstabiliser. Jusqu'à Nathalie Yam a inventé un avion qui vient s'arrêter. On essaie où un soldat grimpe. Où elle était même là pour voir ça comment. Où elle a même déjà... Je ne sais même pas si Nathalie Yam a déjà même vu les militaires en train de faire la formation. Je ne sais même pas si celle-là, elle a déjà vu comment les militaires, on dit que sauter, le saut à la corde, quoi. Peut-être elle n'a jamais même été dans un camp militaire, mais elle explique des choses qu'elle ne comprend même pas et qu'elle ne connaît pas. Tout simplement parce qu'elle va encenser Paul Biya. N'est-ce pas cette Nathalie Yam qui disait que le Cameroun n'a jamais eu de base militaire? Comment elle reconnaît encore qu'il y a eu 450 soldats américains dans le Nord Cameroun? On vous parle de la base militaire française au Gabon, les éléments français du Gabon, constitués de 900 soldats. Donc cette base militaire est subdivisée en 4 parties. Il y a une partie qui se trouve dans votre pays, à Douala, qu'on appelle la mission logistique. Cette mission logistique constitue certes de 16 personnels, 16 personnels, mais c'est la partie la plus utile de cette base militaire française, parce que quand les Français vont en guerre, quand les Français veulent déployer le matériel de guerre partout, ils utilisent la base 201 de Douala pour aller combattre, comme ce fut le cas avec la mission Sangaris, escorté par l'armée camerounaise, c'est-à-dire on va utiliser l'espace aérien camerounais pour aller attaquer des pays et autres. Voilà le rôle que le Cameroun joue. Et pire encore, le président de la République étant un peu intelligent, je vais le dire, étant un peu malicieux, va dire à ces soldats français de ne jamais mettre la tenue. Si les soldats français ne mettent pas la tenue en territoire camerounais, ils sont escortés par l'armée camerounaise. Se cache derrière comme un serpent pour ne pas dire que oui, nous avons accepté cela et nous les avons escortés. Ils disent qu'ils ne mettent pas la tenue. S'ils ne mettent pas la tenue, ça veut dire que Paul Biya a décidé lui-même officiellement d'appeler les agents de la DGSE, les agents secrets français, pour venir opérer en sol camerounais en toute discrétion. Ça, il faut le dire aux Camerounais. Et que les gens vont venir nous dire, non, on va venir débattre sur le site déjà. Déjà même commencer à débattre si Paul Biya est un panafricain. Lui-même, Paul Biya dit que lui, il est le meilleur élève de la France. Mais il est l'élève de la France du côté négatif, dans le tribalisme, dans le népotisme. Il est le bon élève l'élève de la France dans la division du peuple. Mais si c'est l'élève même de la France pour construire l'autoroute, non, il n'est pas l'élève de la France pour construire l'autoroute. Au moins qu'on est l'élève même de la France, on doit pouvoir construire les autoroutes avant même de faire le mal.
Aïdjo, lui, au moins, il construisait les autoroutes. Paul Biya a pris le pouvoir, le Cameroun avait la Kamship. Kamship avait 3 bateaux. Demandez à Paul Biya où il a mis les bateaux, à Nathalie Yab. Est-ce qu'il faut être panafricain pour avoir les bateaux? Paul Biya a coulé les bateaux. C'est dans son ventre et c'est dans les greffes de Chantal Biya. Demandez à Paul Biya que la Camer est devenue quoi? Ouattara est un France-africain. Ils ont une compagnie aérienne qui a 13 avions. Le Cameroun, ces avions sont où? Ils sont partis en Chine. Ils ont acheté 2 avions pour arroser les champs. On leur a donné un 3e avion cadeau. On a dit prenez ça, partez avec. Ça arrosait les champs au Cameroun. Qui peut rentrer dans l'avion du Cameroun? Même Ferdinand Gongo lui-même refuse de prendre Camer. C'est moi qui vais aller prendre ça. Mais vous êtes un peu malade. Donc il va falloir que nous réveillons et que nous regardons les choses en face. Et je vais profiter de ça pour vous dire ça aujourd'hui par rapport au problème que Vanessa a eu avec les autres. Il y avait le clash Cameroun-Côte d'Ivoire. Non, je ne veux pas parler de ça. Non, je ne veux pas parler de ça. Momo, s'il te plaît, mon frère, pardon. Je ne veux pas parler de ça. Restons vraiment sur le sujet de... Non, laisse-moi, je suis dans le sujet. Non, Momo, s'il te plaît. Non, je suis dans le sujet. Oh, arrête. Non, mais reste vraiment sur le sujet Cameroun-Côte d'Ivoire, s'il te plaît, mon frère, pardon. Je suis dans le sujet. Je suis dans le sujet. Je sais ce que à tout moment, là, si ça dérape, là, pardon. Je suis dans le sujet, calme-toi. Alors, entre 2 capitales, en Côte d'Ivoire, il y a l'autoroute. L'autoroute, c'est pas la magie. L'autoroute, c'est le travail. Tu vas, tu t'endettes, tu construis l'autoroute. L'autoroute permet de desservir des choses. Ça peut aussi, les routes peuvent permettre de desservir des bassins agricoles. Des gens vont venir vous expliquer, j'ai écouté Dr Yam, qui vient quand même vous expliquer que non, la route, ce n'est pas le développement. Il y a quelqu'un qui expliquait l'autre jour que tellement la vie est tellement, pour prendre un camion de Douala pour aller au Tchad, on vous demande 2 millions. On vous demande 2 millions, pourquoi? Parce qu'il y a je ne sais pas si c'est les nids de poules, les nids d'éléphants en route, parce que le chauffeur ne sait même pas s'il va arriver. Il préfère maintenant aller contourner vers la Guinée équatoriale, contourner dans d'autres pays, parce qu'il y a les routes qui ont été construites. Le Congo a construit sa route. Les gens préfèrent aller contourner au Congo pour aller au Tchad, parce qu'on ne veut plus passer au Cameroun, parce qu'on a tout détruit. Est-ce qu'il faut être panafricain pour le faire? En fait, pour développer son pays, il y a une seule chose. Il faut être patriote. Si vous dirigez un pays que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas développer ce pays. Et pour développer son pays, il faut avoir la légitimité. Paul Biya ne vous doit rien parce que vous ne l'avez pas élu. Quand vous allez élire votre président, ce président travaillera pour vous. Un président qui sera élu par le peuple sera forcément panafricain parce qu'il sera tenu par le peuple. Et ce peuple sera souverain. Donc, je profite pour vous dire, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Choisissez le président Kamto. Moi, je le dis, j'oriente mes votes. Choisissez le président Kamto. Et si Kamto se déroule du chemin que vous a demandé de suivre, celui des États-Unis d'Afrique centrale, celui du développement du lion, celui de l'éducation, celui de la diplomatie économique, vous pouvez attaquer Kamto. Comment vous expliquer aux Noirs que vous, les Noirs, Sadina, vous allez chercher les Antillais, vous allez même chercher le passeport de Vinicius pour qu'il devienne Camerounais. Et vous dites à un autre Camerounais qui a eu la nationalité, un bon bassa qui mange le coq sucré ou qui mange le coq bassa, vous lui dites qu'il n'est plus Camerounais. Et vous expliquez ça comment? Bon, je m'arrête là, Vanessa, merci. Ok, Momo, c'est bien. Non, NCH, s'il te plaît, je pourrais que les mamans là prennent d'abord la parole avant, pardon, mon frère. Non, s'il te plaît, NCH, je pourrais que les prennent la parole. Toi, tu vas prendre la parole, tu prends des temps de parole aussi un petit peu conséquentes et je ne vais pas te couper. Donc, je donne la parole à Maman Flocam, s'il vous plaît. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, maman. Ouais. Wabalok, pardon. Wabalok, laisse-nous comme ça, Wabalok. Laisse-nous. De tous les enfants. Je pleure moi, alias Betty la Camille, parce que il les a dégoûtés de tous les combattants. Martin Tayo, il a mis
On l'appelait le boulanger. Il disait qu'il était le boulanger hein, et qu'il vendait les pains bénis. Je vous dis, il était devenu pasteur. Le monsieur, c'est là. On a beaucoup de souffrance entre les mains des Camerounais. Roi Balok il dit qu'il a tourné les Camerounais dans la farine. Il les a balancés, sortis en bouillon, sortis en pain. Les gens sont devenus fous. Mwembe Sobougou, il a dit qu'il voulait l'aider à écrire son livre. Mwembe Sobougou s'est débrouillé tout seul. Donc, il a eu tous les noms. On l'appelait Briandine. Ce Briandine que vous voyez dans sa photo là, c'est un jonman. Quand il avait Jean, je vous dis Jean, les bouteilles de whisky jusqu'à envoyer. Quand il avait Jean, il prenait les cerveaux des jeunes Camerounais. Où les Camerounais ont quoi à vouloir vivre les gens qui disent qu'ils sont les professeurs. Un monsieur, je ne comprends pas, depuis le jour que les enfants camerounais ont compris que c'était... Il disait qu'il était prof d'université alors que c'est un prof de lycée. C'est-à-dire que lui-même... il a honte de ce qu'il est. Il vient vous vendre quelque chose qu'il n'est pas. Il dit qu'il est... Si vous comprenez l'histoire du combat camerounais, vous allez comprendre que ce mec, c'est un fait. Dans l'enlèvement de Guérandi Bara, il y est pour quelque chose. Ce sont les gens qui ont vendu les combattants. Comme dit Wilfried Ekanga, aujourd'hui, Compaoré n'était pas loin de Sankara pour le vendre. Hein. Maï Matib n'était pas loin de Oumiobe. Hein. Donc, quand vous voyez Wa Balok là, c'est-à-dire que quand il fait les lives sur Camto, c'est Camto est vendeur. Et vous avez vu un homme aussi prostitué que Wa Balok. Quand tu... Oh, venez ça, tu vas me tuer. Parce que ce monsieur, quand un homme fait le push, il devient son ami. Il te dit quand il a connu, il était avec... Tu regardes Nyamsi. Nyamsi est plus jeune que moi. Le monsieur là que vous voyez là, il est plus jeune que moi. Mais il a déjà tout fait. Il connaît tous les... il a déjà marché avec un tel. Alors que c'est un mytho. Vous voyez un homme qui a pleuré. Il vous dit qu'il est panafricain. Il a crié ici au loup quand la France avait fait son passeport avec retard. Il dit qu'il est panafricain, mais il pleure derrière le passeport français. Il est dans les affaires camerounais. Regardez, c'est un homme partant. Il supportait un homme politique en Côte d'Ivoire. Dès qu'il a perdu, il a tourné sa veste, allé derrière l'autre. Il est venu en France, il a supporté Sarkozy. Sarkozy a perdu, il a tourné la veste. Quand vous regardez un homme comme ça, qui peut lui faire confiance? Un homme qui tourne la veste plus rapide que le flingue de Lucky Luke. Ce mec, c'est un mec fake. Et les Camerounais, je ne sais pas, mes chers frères, souvent, asseyez-vous, regardez les gens. C'est pas parce que quelqu'un parle bien, et c'est pas parce que quelqu'un est tout le temps à vous mentir, à crier plus fort que tout le monde, qu'il dit vrai. Et c'est ce que nous, on aime. On aime voir les agitateurs comme Nyamsi, on aime suivre les agitateurs comme Nyamsi ou Balok. Donc, c'est-à-dire que fait même des panels, tout ce qu'il fait, il veut attirer de l'attention comme un prostitué qui n'a plus de clients. C'est un vrai prostitué politique. Appelez-le comme... il a détruit... Si vous voyez les jeunes là, les jeunes combattants, les garçons,
Si vous voulez aller chercher, si vous avez le temps, allez chercher comment Niamsi a fait pour l'aider. C'est Niamsi qui les a divisés. Les gens ont dit que laisser les enfants progresser eux-mêmes. Niamsi est entré comme une censure, découpé. Il n'a pas sectionné petit gros morceau. Hein. Il a commencé par petit bout, couper 2 personnes, les monter contre les autres, couper, monter. On a attiré les... Nous, on était là, on voyait. Déjà, quand il parle, ça me fait... Je ne l'ai jamais suivi plus de 15 minutes parce que je n'aime pas les gens qui râlent. Ce monsieur, c'est un destructeur. Et je suis contente parce que beaucoup de combattants l'ont vu aujourd'hui. Parce que quand on vous parle ici, quand je vous dis que méfiez-vous des gueulards, méfiez-vous des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot. Ce n'est pas les gens qui veulent toujours avoir les derniers mots qui ont raison. Ce n'est pas eux qui ont raison. Il faut les laisser se gesticuler comme ils gesticule. Mais ce monsieur, pardon, Dieu a entendu nos prières, qu'il s'est montré avant que les élections 2025 ne commencent. Parce que il s'est déclaré, les petites miettes qu'on a données là, il va finir au restaurant, en boisson, d'ici quelques temps. Et il va encore essayer de faire quelque chose. Donc, merci. Et Vanessa, tu sais que tu es ma fille. Donc, pardon, c'est bien comme tu as vu Bawa Balok, qui ne vous a pas encore embrouillé. Les jeunes, soyez vigilants. Les jeunes, soyez vigilants. Pardon, je laisse. Merci beaucoup, maman, pour ta prise de parole. Je donne la parole à Tata Sylviane. Désolée les hommes, mais je donne la parole vite aux femmes parce qu'elles ne durent pas longtemps. Je sais que vous, quand vous allez prendre là, en plus, c'est pas n'importe quel homme, mais c'est NCH, c'est Maglister, eux, c'est parti au moins pour 45 minutes de prise de parole. Ok, bonsoir Vanessa, bonsoir tout le panel. Quand je suis entrée dans ton panel, j'ai vu Wabalo, j'ai seulement dit que le Titi, il a fait du combat un élite mess. Le Titi, il est d'abord entré, mais nous étions amis. Moi, je l'écoutais. Hein. On était tous à l'église de peur spirituelle. On allait manger ça. Il appelait ses réunions les conférences. Et il était derrière sa vieille bibliothèque avec plein de vieux livres, les cacas de souris derrière. Mais nous, on était là, on écoutait le profil, il nous endormait. Donc, il est entré progressivement dans le combat. Moi, je me rappelle la première alerte que j'avais vue, c'était quand il est arrivé ici aux États-Unis. On avait des combattantes qui marchaient beaucoup à la Maison Blanche ici et là, pour rencontrer les sénateurs, les autorités ici au States. Donc, quand il est venu, je crois que c'était le moment de rencontrer l'une de ces autorités. Je sais pas lequel des autorités c'était. Est-ce que Maureen peut me rappeler si elle se rappelle l'autorité qu'il fallait voir? Donc, lui, il est parti devant. Il a pris le devant. Donc, devant l'autorité, il est allé passer devant, un peu comme si il était à l'origine de tous les travaux que ces combattants avaient fait. Donc, c'est un type qui aime bien voler la vedette aux gens. Et il ne savait pas que les choses allaient se passer au Cameroun. Donc, quand il a vu qu'il y avait du fond au Cameroun, il s'est précipité pour entrer dans les groupes de la base et tout ça là. Donc, lorsqu'on a commencé à voir le jeu de Wabalok, parce qu'il l'appelle comme ça, quand on a commencé à voir le jeu de Wabalok, il a insulté les combattants, parce qu'à l'époque, il avait lancé Calibri, quand Calibri a interpellé Macron à la Maison Blanche, où Cameroun était là, il dit que voilà, Calibri, c'était un jeune intelligent, ceci, c'est là, pointueux, mais quand le type là se met à te lancer les fleurs, je dis, toi, tu crois que tu es devenu une fleur. Donc, il faisait comme ça. Et donc, dès qu'on a commencé à voir son jeu, il a traité Calibri de cancre illettré. Alors que c'était un moment, Calibri était un garçon très intelligent. Moi, je qui le félicite, non, apparemment, Calibri, comment dire, elle n'a pas vu, pardon, et ça, je marque là-bas en commentaire.
Ah non, ça ce sont les commentaires de Max, non. Là, on laisse mentir. Non, ça ce sont les commentaires. Ça ce sont les commentaires des gens, tu vois un peu, ce sont les commentaires des gens. Parce que Wabalok a. Mais je dis que nous, on s'est gâtés avec Wabalok. Hein. Le combat s'était divisé. Il y avait les gens qui supportaient Wabalok et les gens qui supportaient, qui étaient du côté qui étaient opposés à Wabalok. Donc, le gars a commencé à tirer sur nous. Non, mais Patrice Ngana ne le supporte pas du tout. Moi, je vais faire, vous allez comprendre. Ah, tu peux. Oui, c'est lui qui a d'abord créé la zizanie même entre... Parce que Patrick Ngana a toujours été fidèle, il a toujours dit qu'il est pour le pourrissement. Moi, je préfère quelqu'un qui assume ses positions. Mais Wa Cameroun est venu détruire le combat, éloigner et a radicalisé le professeur Patrice Ngana. Voilà, vous allez finir. Oui, il est... D'accord, donc voilà, comme on dit là, Wa Cameroun est entré, il a su comment entrer, pénétrer. Parce que vous imaginez un travail titanesque qui était fait ici à Washington. Wabalok est arrivé ici aux États-Unis, il s'est accaparé de tout ce travail. Ce jour-là, lors de la rencontre des autorités, c'était Wabalok qui était devant. Vous comprenez un peu. Et les autres étaient obligés de le laisser parler. La personne qui fait son micro, pardon. Donc, la personne qui est... sorry, excusez-moi, j'ai perdu la file des idées. Donc, quand il est arrivé, les autres l'ont laissé, comme il voulait tellement être devant, on l'a laissé. C'est comme ça que... Donc, il s'est jeté les fleurs, il est passé devant comme le peintre, l'artiste de tout le travail que nos combattants des États-Unis avaient abattu. Et lui, il a vraiment pénétré le combat. Et quand il a réussi, il a atteint un certain point dans le combat, il a divisé les combattants en deux. Donc nous, on a commencé à se regarder comme des chiens de faïence. Je dis le premier diviseur, c'est Wabalok. C'est lui qui a commencé ça là. Donc, et après, les gens ont continué à le soutenir. Mais on a vu comment il faisait lever les fonds. Il n'y a pas un argent que Wabalok a même pris chez nous là. Parce que vraiment, les casseroles de Wabalok, c'est beaucoup. Hein. Si vous touchez seulement les combattants, ils vont vous raconter l'histoire de Wabalok. C'est un tas de, je ne sais pas comment dire. Quand je passe seulement sur Facebook, je vois le type là, si quelqu'un me partage un de ces lives, je bloque seulement la personne. Parce qu'il avait compris que c'était un ramassis de personnes. Il ne peut pas combattre les dictateurs et être l'ami des dictateurs. Tu ne peux pas combattre Biya et être l'ami des dictateurs. La personne qui a tué Thomas Sankara, c'est son ami collé comme ça. Donc Wabalok, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut dire qu'il est dans la lutte africaine. Non, il n'est pas dans la lutte africaine. C'est un opportuniste. Il marche avec son ventre. Les gens de l'Afrique de l'Ouest l'aiment parce qu'ils l'écoutent parler quand il parle là. Mais dans le fond, c'est un élément dangereux. Vraiment à mettre très loin de côté. Maman Sylvia, les frères de l'Afrique de l'Ouest, dès que tu enchaînes 2-3 mots français, dès que tu connais parler un peu, tu connais même parler français, même c'est trop dit. Dès que tu connais manier la langue de Molière, ils sont derrière toi. On a vu l'avocat ici avec fétiche de guerre. Ils sont toujours comme ça. Dès que tu dis qu'à bas la France, ils sont derrière toi, versés ou à Sokoto. Donc les Camerounais sont wise. Oui, parce que c'est un gars qu'on maîtrise quand même. Il a les choses qu'il raconte. Il te dit qu'il était dans le combat et tout ça là. Toi là, quand tu le vois, tu n'as pas l'impression qu'il était vraiment là-dedans. Donc, c'est un menteur. Il est toujours en train de raconter des trucs juste pour manipuler l'esprit des gens. J'ai vu comment il a levé les cagnottes là-bas pour dire qu'il avait les problèmes. Il était au tribunal. C'est comme ça que les frères de l'Afrique de l'Ouest ont mis l'argent dans sa cagnotte. Il n'a jamais donné de compte rendu d'aucun fonds qu'il a levé. Cet homme, c'est une malchance. Et il s'est passé pour le porte-parole de Kamto. Mais immédiatement, dès qu'il a fait ça, Kamto est sorti avec la liste de ses vrais porte-paroles. Pourquoi? Parce que Wabalok n'a jamais été le conseiller, excusez-moi. Il avait dit qu'il était le conseiller spécial de Kamto. Mais Kamto, quand il a fait ça, le professeur Kamto a seulement sorti la liste de ses vrais conseillers et Wabalok n'était pas là-dedans. C'est là où on a compris que tout ce qui fait le bruit là, il n'est jamais proche de Kamto. Et vous avez vu sa sortie, non? C'est ça. Il s'est trahi tellement, il a essayé d'entrer dans Kamto, il n'a pas pu.
C'est pour ça qu'il sort maintenant comme ça. Bon voilà, j'en ai terminé. Vraiment, que NCH nous déroule son histoire. Merci. Voilà, merci, enfin. Je vais vous faire jouer 2 vidéos. Et après, je vais pousser mon allocution. Et je vais dire à tous les Camerounais, j'aimais quiconque au défi. Il y a des poissons. Désolé, le truc qui sonne là souvent est en train de sonner. Donc je pouvais pas. Il y a des gens qui sont maudits, mais qui lui-même, il a expliqué la notion de la félonie. Je sais que lui là, c'est le Platon, c'est le Socrate de l'AS. Et il découvre les intellectuels. Mais lui ne fait pas partie des crèmes fraîches de la connaissance au Cameroun. Il n'est même pas classé parmi les 1000 intellectuels de mon pays. Mais chez les autres là, c'est une référence. Actuellement, il est en train de manger, savourer son porc là-bas dans les palais en Afrique de l'Ouest. Je vais vous dire, le félon, le poison de toutes les luttes. Le monsieur arrive et je vais donner les références. Lui là, la personne qui sert de trait d'union entre lui et le RDPC, c'est une écrivaine camerounaise mariée à un ministre dont je préfère taire le nom. Pour ceux qui savent lire et qui connaissent bien le pouvoir au Cameroun, allez faire les recherches et vous allez retrouver. Il est venu pour tuer la lutte. À un moment donné, vous avez vu le félon là, le Socrate de l'Afrique de l'Ouest là. Il était venu avec le nom où il disait, il se faisait passer à l'époque quand les histoires de Ayoub Tabé chauffaient. Il avait pris le nom Oua CCC ou CCC Sekou. Il avait pris le nom de Ayoub Tabé pour coller à son nom. Toujours pour escroquer. Et un jour, le professeur Nganan a posé un problème. Nous sommes dans un débat, dans un combat. Moi, je me déplace des États-Unis, je paye mes billets moi-même avec mon argent et tout ça. Est-ce que tu t'es déjà déplacé pour un événement où tu as dépensé dans tes propres poches, puisque c'est où tu es engagé, c'est pour le développement du pays. Parce que chaque fois que le monsieur s'est déplacé pour les luttes, il levait le fonds, il prenait de l'argent aux pauvres Camerounais. Voilà leur désaccord. Et je préfère un intellectuel qui s'assume. Ghana a été clair, il est parti. Il a été ici au Cameroun, il est parti dans le Nozo. Quand il est sorti de là, étant au Cameroun, c'est un homme courageux. Je peux ne pas aimer tout ce qu'il a déjà fait, mais pour le courage, il a dit si on me donne l'arme avec la balle là, je vais mettre ça sur la tête de la personne parce que la souffrance que j'ai vue dans le Nozo là, c'est inadmissible. Étant au pays, ce n'est pas un peureux. Il n'est pas derrière l'écran avec les livres pour bluffer. Il a dit ça. Il a été attrapé et jeté dans les prisons infestes. Après ça, il est sorti. Moi, je préfère, ça ne veut pas dire que je partage tout ce qu'il dit. Je préfère quelqu'un qui s'assume. Il a toujours dit qu'il est pour le pourrissement. Alors, moi, vous allez écouter le philosophe Félon. Sa position même, comme vous dites que vous êtes dans la lutte pour le panafricanisme et que c'est lui avec son pain spirituel là. Écoutez le monsieur. Ça ne dure pas, c'est 14 secondes seulement. Après, je coupe, je vous fais jouer encore l'autre. Nous avons un seul ennemi. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Occident. L'ennemi que nous avons, c'est notre propre irresponsabilité d'Africains envers nos propres peuples, que nous n'avons pas appris à suffisamment respecter. Nous avons... Il dit ici que l'ennemi, ce n'est pas la France. Ce ne sont pas les Occidentaux. C'est parce que nous ne prenons pas nos responsabilités. C'est lui qui le disait à l'époque là. Et le même monsieur, aujourd'hui là, c'est lui qui se balade partout, il vous dit que le problème même de l'Afrique là même, c'est même la même France là. C'est le même monsieur, hein, et il est applaudi. Vous allez écouter, à l'époque quand il parlait des intellectuels camerounais, et quand il indexait, parce qu'il parlait ici des gens de Dieu, non de Afrique Média et consorts, le langage qui tenait. Et vous allez me dire que ce qui reprochait aux Camerounais, où on a détourné les Camerounais là, Afrique Média a détourné, quelle est la différence entre ce que lui il reprochait et ce qu'il fait actuellement? Vous allez me dire, nous on écoute ça,
Ça ne va pas être long. Après, je vais pousser mon allocution. J'aime parce qu'il y a des choses que quand on dit, il ne faut pas qu'on invente. On doit appeler chien, chien et chat, chat. Bon, voilà, nous sommes là. J'ai voulu briser la glace d'un mensonge qui s'est répandu notamment, et dont beaucoup d'intellectuels originaires de l'Afrique centrale, d'où je viens, je suis originaire du Cameroun, beaucoup d'intellectuels sont coupables. Coupables de s'être mêlés de la crise ivoirienne sans prendre la peine d'en analyser toute la procession historique, toute la procédure historique, d'en analyser tous les tenants et les aboutissants, d'en respecter toutes les victimes, y compris celles évidemment du camp éventuellement qu'on déteste. Dans l'histoire de l'Afrique, la Côte d'Ivoire est le seul pays, avec l'Afrique du Sud, qui ait réussi à vivre, à survivre, à se construire avec pratiquement 30% de sa population originaire de l'étranger. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est le pays où se joue la possibilité d'une Afrique continentale, la possibilité panafricaine. Et par conséquent, ceux qui sont opposés à cette idée, qui est l'idée d'humanité, d'hospitalité, de fraternité, qui a fécondé la Côte d'Ivoire, sont des ennemis de l'Afrique. Pourtant, dans le discours qu'ils tiennent publiquement, ils se présentent comme ses défenseurs. Des gens qui détestent les Africains se présentent et paradent dans les médias et dans leurs livres et dans leurs discours et dans leurs articles comme des panafricanistes. La haine prétendue de l'Occident n'est qu'un voile pour cacher leur haine de la démocratie. Donc ce livre est un acte d'humilité et qui est aussi une manière de demander pardon pour ces Camerounais qui n'ont rien compris à la Côte d'Ivoire, qui ont sali son aura par des prises de position aussi stupides que leur lâcheté dans le problème national. Ok, vous avez écouté, il demandait pardon par rapport aux intellectuels. Il parle ici des panélistes d'Afrique Média, ce mécanisme qui a été mis sur place pour détourner l'attention des Camerounais envers la Côte d'Ivoire, pour nous permettre d'oublier les problèmes même de notre pays. Lui, qu'est-ce qu'il fait actuellement? Et il parle de l'exclusion. Moi, je peux vous produire même 1000 vidéos où il est en train de traiter d'autres Africains de ne pas être des Africains, d'appartenir à d'autres États africains. Et c'est en contradiction avec ce qu'il disait avant. Est-ce que quand vous écoutez ce monsieur parler, quelqu'un qui a toujours été, c'est-à-dire incohérent, il n'a jamais rien respecté. C'est pour ça que je disais à tout le monde, moi je sais lire, quand je vois une personne, un roublard. Pour ceux qui doutent là, la dame a parlé tout à l'heure du rapprochement entre monsieur Nyamsi et Blaise Compaoré. J'ai leur photo ici en audience. Et j'ai encore, quand on parlait de l'extradition de François Compaoré qui est en France, j'ai encore l'article de Nyamsi sur Mediapart qui soutenait bec et ongle qu'on ne doit pas extrader le frère de Blaise Compaoré parce que ce sont eux. Parce qu'il est innocent. Il ne faut pas qu'on utilise ça, les aspirations politiques pour fragiliser un homme intègre comme François Compaoré. J'ai encore ça, ces articles-là. Mais c'est lui aujourd'hui. Et à la sortie de l'audience avec Blaise Compaoré, j'ai encore ces publications qu'il soutenait Blaise Compaoré. Et c'est le même, j'ai encore ces audios où il soutenait le mouvement de Blaise Compaoré à l'époque quand il y avait conflit avec Thomas Sankara. Et c'est lui aujourd'hui qui s'érige en défenseur de Thomas Sankara pour salir le même Blaise Compaoré qu'il était avec lui. Mais quand j'ai fini d'écouter un roublard comme ça sur d'autres problèmes, comment est-ce que je peux être heureux de voir un monsieur qui approche un homme digne qui est propre comme le professeur? Parce que je savais déjà ce qui devait arriver. Regardez un peu, on est en train de sortir, le professeur est en train de déconstruire. Et j'avais dit aux gens qu'il faut préparer les esprits au vol qui va se passer. Que tout le monde sache que voilà les manœuvres que le pouvoir en place est en train de faire pour conserver le pouvoir. Moi, j'avais dit ça. On prépare les esprits à ça. Vous allez voir chaque fois que le professeur fait une sortie sur les problèmes qui touchent notre pays pour édifier les Camerounais, il faut discréditer. Et
les gens qui doivent discréditer, c'est ceux qui se disent qu'ils sont adeptes, ils veulent qu'il y ait changement au Cameroun. Comment on peut vouloir le changement et discréditer celui qui est le porte-flambeau même de notre lutte, notre référence aujourd'hui? Ce sont les gens qu'on a envoyés pour fragiliser la lutte. Et moi, je dis, nous sommes d'abord très nombreux et on connaît les problèmes qu'on a. On veut le changement. Ce n'est pas lui, un panafricaniste, il s'est dit panafricaniste, un pseudo-panafricaniste, qui a pleuré, il a passé tout son temps quand on a regardé la reproduction de son passeport, et il a dit que je ne peux pas accepter qu'on m'arrache ce qui m'est le plus cher. J'ai souffert. Donc, il pleurait de sa nationalité. Il dit, ils ne vont pas me faire ce qu'ils ont fait à Kémy Séba. Moi, je répète ces mots. Hein. Donc, il n'est pas prêt à se débarrasser de son passeport Bordeaux. Mais quelqu'un qui veut mener une lutte noble, si tu estimes que tu ne veux pas y rester, mais moi je connais des gens qui ont décidé de quitter certains pays pour aller s'installer ailleurs. D'ailleurs, vous dites que vous êtes enseignant d'université. Les pays que vous soutenez aujourd'hui, là, moi je pense que vous pouvez rendre un service à ce pays. Vous pouvez aller là-bas enseigner la philosophie. Votre philosophie, là, vous pouvez les enseigner ça et nourrir votre famille. Mais vous ne pouvez pas prendre de votre temps. Vous ne pouvez pas prendre de votre temps. Vous ne pouvez pas prendre sur vous, déménager votre famille et aller vivre là-bas. On ne dit pas que tu le laisses parce qu'on sait que tu ne veux pas te débarrasser de ta nationalité française. Et je vais vous dire la différence entre ce philosophe félon et le professeur Maurice Kamto, par exemple. Le professeur Maurice Kamto a fait ses études aussi en Occident. Et c'est quelqu'un que, s'il n'avait pas de l'amour pour son pays, moi je connais comment les Européens fonctionnent. Il a eu cette possibilité s'il voulait avoir cette nationalité. Mais c'est quelqu'un qui a eu une vision pour son pays. Il a toujours aimé son pays. Il pouvait aller s'installer, il vit, il demande, il fait tout. C'est quelqu'un qui a gagné sa vie honnêtement. Mais comme il sait qu'il doit être au service de la nation, il a les défis à relever dans son pays. Il est rentré, on a souffert ensemble. Il y a eu des balles que les gens ont organisées pour nous dire. Qui savait? Moi, à un moment donné, moi, je le savais très... Je disais que mais, depuis quand on a envoyé le professeur Kamto, oh non, il a refusé. Je ne savais pas. Quand il a fait sa sortie, il a pris tout son temps. Il a dit, qui a ouvert cette faculté avec des preuves? Et il dit que les gens qui sont là, qui ont été formés par lui, là-bas, ils sont là. Même comme certains ont peur de témoigner. Mais ils savent. Et ce qu'il dit là, c'est vrai et c'est factuel. Les gens ont mis sur place un mécanisme pour saboter un homme digne. Et quand il fait des sorties, pour nous galvaniser, pour nous mettre encore en confiance, ce sont les philosophes félons comme ça qui sortent pour discréditer. Mais ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Et nous, on ne va jamais laisser. Nous ne sommes pas les suiveurs, là, les moutons là, qui vous suivent là-bas dans les trucs là, où vous partez, vous dites une chose aujourd'hui et le contraire de nous. On vous applaudit parce que vous connaissez conjuguer les verbes, c'est qui a manqué à cela. Non. On est un peuple, malgré tout ce qu'on a, on a appris à se battre malgré les difficultés qu'on a chez nous. La chose que je ne peux pas reprocher aux différentes familles camerounaises, c'est le sacrifice que chaque famille a consacré pour que dans chaque famille camerounaise, on puisse avoir quelqu'un qui puisse éclairer le reste. Par contre, parce que ce sacrifice-là, vous allez voir, même tous ceux qui parlent là dans les luttes là, toute famille camerounaise, malgré les persécutions subies depuis plus de 43 ans par tous ces gens-là, c'est des gens qui font des efforts. Les parents là, ce qu'ils ont subi avant là, ils ne veulent plus que leurs enfants soient ignorants. Ils vont tout faire pour les scolariser d'abord parce qu'ils ont compris que la première richesse, c'est d'abord dans la tête. On peut te déposséder de tout, mais le cerveau là, c'est impossible. Par contre, de l'autre côté, où il y a des moutons, ils peuvent rester comme ça. Dès qu'ils agencent deux phrases là, tout ce qu'ils ont là dans leur compte, ils vont évacuer, ils vont envoyer là-bas. Ils n'ont jamais entendu ça. Aujourd'hui, j'ai posé la question à un. Il dit non, c'est quand même un docteur, quand il s'exprime, c'est un docteur quand même philosophe. Je dis, bon, toi, tu parles de la philosophie. Tu connais quel philosophe à part lui là? Cite-moi le nom de deux philosophes seulement.
Que ça soit dans n'importe quel pays, ils ne connaissent même pas, ils ne savent même pas ce que c'est la philosophie. Donc, quand le monsieur vient, il dit, je suis philosophe, enseignant, pour eux, peut-être, ils se disent que c'est une science que non, qui relève, il est unique à son genre, je ne sais pas. Donc, nous ne sommes pas à ce niveau. Les Camerounais ont dépassé ça. Même au niveau interne, les programmes qu'on a servis aux Camerounais, là, il y a des crèmes fraîches de la connaissance en philosophie qu'on a étudié, on a étudié depuis. On sait qui est qui. Lui, là, il ne fait pas partie même des 1000 intellectuels. Je vous dis, hein, donc, si chez vous, là, c'est une célébrité, là, restez dans cette médiocrité. Nous, on n'est pas dans cette dynamique-là. C'est pour ça que je disais à tout le monde, je voyais ça venir. Aujourd'hui, il est face à un problème, je vais vous expliquer. Lui, avec tout ce qu'il peut vous raconter, là, c'est faux. Il ne peut rien faire, à part saboter, fragiliser notre lutte. Pourquoi? Actuellement, lui qui se disait hier défenseur de la démocratie, il est devenu pro-push. Et nous, au Cameroun, ce que nous voulons, c'est l'alternance par voie démocratique parce qu'on a les cartes à main. On est très nombreux. Et un démocrate ne peut pas être un pro-push. Et je mets quiconque au défi. Le professeur Maurice Samto ne va jamais faire une sortie pour soutenir le push n'importe où. N'importe où. C'est vrai que c'est quelqu'un qui ne se mixe pas dans les problèmes des autres pays, mais c'est un loyaliste, c'est un légaliste. Et il a bien précisé chaque fois que il comprend déjà, parce que les Niamsi, eux, ils ont d'autres plans que dès qu'on force le passage, dès que le MS va battre le régime en place avec un score pas possible, ils vont activer leurs histoires de push là. Et un autre militaire félon va venir. Et même là, les mêmes Niamsi, ils vont venir soutenir ça. Nous, on veut tuer ça. Et vous qui étiez là, tous ceux qui ont soutenu le félon qui soutenait les pushs là, ça va être difficile pour vous quand on dit de soutenir les pushs au Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que non, nous ne voulons pas de push alors que vous soutenez ça ailleurs. C'est là-bas qu'il a berné tout le monde. Il a amené ceux qui pouvaient partir. Mais nous, on a vu ça de loin. Nous sommes des démocrates. On croit à l'alternance sans ça. Tous les obstacles qu'on a, les pièges qu'il y a eu, le professeur a déjà traversé tout ça. C'est un stratège. Et quand il fait ces sorties-là, c'est quelqu'un, c'est comme un messie. Il connaît. Dans les pions qu'on pousse là, c'est quelqu'un qui a fini avec depuis. Quand vous sortez, il a déjà anticipé tout. Même lui là, le philosophe là, le Platon de l'Afrique de l'Ouest là, il ne comprend même rien actuellement de ce qui se passe. Il a approché, le professeur a tout fait. Il voulait être dans le cercle des gens qui organisent tout, pour anticiper surtout et chercher à tirer. Mais il a été exclu parce que le professeur, lui, il prend tous les cas. Même si tu es fou, hein, tu viens vers lui là, il va te prendre, que tu sois opposant même et qui là. Et à lui, tu viens, il va te prendre en tant que père de famille. Il va te prendre. Vous allez même si tu veux faire les photos, vous allez faire ça. Mais attention, il sait. Il connaît anticiper. Bon, dites-moi, avec tout ce qu'il y a, lui qui vante et fait des conférences, allez-y sur sa page, vous allez voir. Tu es né Camerounais de père et de mère. Même si tu es parti ailleurs, tu as fait quoi? Ça ne veut pas dire que où on a enterré ton cordon ombilical, tu dois abandonner tout. Regardez, c'est lui qui est là. Aujourd'hui, il a fait des posts même pour les gens qui ont fait les campagnes de quoi là pour Soro là-bas c'était dans quel pays là, c'était en Belgique ou c'est où. Allez-y voir le nombre de posts qu'il peut faire concernant l'Afrique de l'Ouest. Nous là, tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui peut nous aider nous pour le changement au Cameroun? On peut tirer quel profit? C'est pour ça que j'interpelle ici tous mes frères là. Nous ne sommes pas la chance qu'on a, on n'est pas comme ceux-là qui suivent là-bas bêtement que quand tu dis déjà que pain spirituel, je connais l'université d'éveil de conscience. Quand ils comprennent ça, ils se disent qu'ils ont affaire à un messie qui est tombé du ciel avec une connaissance qu'ils n'ont jamais entendue. Mais nous vivons de ça depuis, on nous puge avec la connaissance depuis le bas âge. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas lui là qui peut nous intimider. Il y a des gens qui sont agrégés avant même d'atteindre son âge, parce que lui, il se donne le titre même. C'est quelqu'un qui vous dit ce qu'il n'est même pas. Donc, il est d'abord frustré pour ça. C'est pour dire quoi, en conclusion, pour tous ceux qui sont là. On va se mobiliser, on va faire tous ceux qui vont venir là, les obstacles qu'il y a devant nous. Parce que l'autre blanc, ce n'est pas seulement ça, vous allez voir, tous ceux qui vont émerger sur les réseaux sociaux là,
le régime en place va envoyer les SBI là pour les anéantir. Moi, je vous ai parlé dernièrement de M. Céleste là, avec une façon de museler les messieurs qui sont partis, où maintenant, ils seraient obligés de jouer le neutre parce que non, il ne faut pas montrer la position. Non, soit tu es avec le peuple, soit tu n'es pas avec le peuple. On ne joue pas. Et c'est nous qui valorisons tout le monde. On peut décider de te mettre en haut aujourd'hui. Demain, si on veut te mettre en bas, on va t'enfoncer jusqu'au fond. Et toutes ces célébrités du Cameroun, là, ça ne sert à rien, même si tu es intelligent plus que qui, même si tu as quoi? Si tu n'as pas de l'amour pour les populations et si tu ne compatis pas par rapport aux souffrances des populations camerounaises, c'est que tu as démissionné. On te considère comme quelqu'un à part entier. Et vous avez suivi dernièrement, pour ceux qui écoutent souvent les sorties de ce monsieur, il a partagé un truc que j'avais suivi. J'ai dit non. Ne nous entraînez pas dans ça. Faites des choses. Heureusement que quand il a fait ça, les Camerounais n'ont pas relayé ça. Il était déjà en train de faire comprendre au régime militaire au Gabon que si vous apprenez que je suis à Yaoundé, cherchez déjà à faire vos bagages avec votre petite armée. C'est quoi? Le Gabon, c'est un pays souverain. On n'est pas là pour agresser un pays, pour partir faire installer qui que ce soit. Non. Nous sommes les légalistes. Ce qui concerne le Gabon, ça concerne le Gabon. Nous, on veut d'abord gérer le Cameroun. Et les propos qui tiennent sur le Gabon, là, il ne peut même pas oser avec le Cameroun. Il ne peut pas vous donner un plan de déstabilisation. Il ne peut pas mener une campagne militaire, même s'il faut déstabiliser pour ça. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas de leur intérêt. C'est les gens, les bras obscurs du régime en place. Et c'est par là que je veux chuter, Vanessa. Prenez un exemple, vous tous qui êtes là. Nous, à l'université, on était convaincus. Mais moi, je disais toujours à mes amis que j'ai doute. Tout le monde savait que Mathias Ouonangini était avec le peuple. Il faisait des conférences où il disait même que non. Il montrait l'état de la société. Il montrait comment le pouvoir a brisé le pays et tout ça. Mais qu'est-ce que nous avons constaté après? C'est le monde qui a pris un virement à 90 degrés. Et tous ceux qui disaient que non, lui là quand même, non, il parle mal. Même son père, il a dit que non, ceci, cela. Mais c'est lui qui est actuellement vice-recteur à Yaoundé 1. Et c'est lui qui roule en TSL. Bon, il a donc mis le peuple où? C'est des gens qu'on a fabriqués, ça prend du temps, c'est des gens qui savent comment ils fonctionnent. Nous, ne voyez pas le philosophe comme un opposant. Voyez celui-là comme un pion qu'on a envoyé encore pour nous déstabiliser, mais ça ne va pas passer comme il pense. Hein. Les lives là, moi je suis sûr, Vanessa, je suis sûr à 90% que les gens qui suivent ce monsieur-là, sur 100 éléments, 90 viennent de l'Afrique de l'Ouest là. On connaît de quel pays cela vient. 90. Aucun Camerounais. Nous, il y a ce qu'on appelle le port de cerveau qui est obligatoire pour déconstruire une personne. Tous les mensonges qu'on a passé le temps à pomper au Cameroun, est-ce que c'est quelqu'un qui vient enseigner aux Camerounais qu'on vous a fait ceci, cela? Tout ce que tu fais là, Vanessa, ça c'est pour nous dire, pour nous rappeler en permanence ce qui nous attend. Mais beaucoup de Camerounais connaissent déjà ce qui se passe en termes de souffrance. Mais lui, quand il s'installe là-bas, il est en train de parler. Chacun appelle son frère. Comme ils sont forts avec leur patois là. Et tout ce qu'il va raconter là, quand il fait cela. Ils prennent ça comme la parole de Dieu, de l'évangile. Ils n'ont jamais vu. L'évangile sans vérifier. Oui, ils n'ont jamais vu une personne avec une telle éloquence s'exprimer. Donc quand ils écoutent ça, ils sont étonnés. Ils se lèvent comme ça là. Ils disent, chacun arrive, on va d'accord quoi. Après, ils se regardent là. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, ils s'étonnent comme ça là. Mais ils ne savent pas que devant Vanessa, quand Vanessa voit ça, quand Roubla comme ça s'exprime, Vanessa ne va pas seulement comprendre ce que le monsieur. Vanessa va aller en profondeur. Tu comprends un peu? Donc, je vous dis, chers frères, mobilisons-nous. Nous avons une occasion en 2025 à ne pas traverser. L'heure n'est pas à la distraction. Lui, il peut faire ce qu'il a fait. Ce n'est pas ça qui va nous faire changer. Vous avez vu comment les pions que notre champion est en train de déployer partout.
Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est constant, quelqu'un qui est à l'écoute du peuple comme lui. C'est-à-dire, vous avez parlé, vos pions, que aller aux élections, il a boycotté la bêtise. Et c'est vous qui parlez chaque jour de lui. C'est vous qui dites que... On a comme l'impression que c'est lui qui est au pouvoir et que le parti au pouvoir est dans l'opposition. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Vous dites que nous n'avons pas de lui, nous n'allons pas partir aux élections parce qu'on n'a pas ceci. Vous détaillez tout. Nous, on dit oui, laissez-nous faire nos choses. C'est notre problème, mais vous avez plus mal. Donc, c'est pour dire que la peur a changé de camp. Et cette dynamique-là, ils veulent briser ça. Ils ont essayé avec le tribalisme, ça les a dépassés. Ils activent d'autres choses. Et mon frère NCH, pardon. Voilà, ils activent. Mais laisse-moi chuter, à moins d'une minute même. Ils activent d'autres choses, ça ne passe pas. Et il va interpeller chaque fois qu'ils vont envoyer leur SBI là. Prenez ça et on fait de ça un débat. Parce qu'il y a tous les éléments là, ils oublient. Quelqu'un est venu nous dire, j'ai dit à moins d'une minute, quelqu'un est venu nous dire que l'autre n'était pas, ce n'est pas un héros, c'est un bandit, parce qu'il était combattu par, il a donné 2 noms, des généraux, c'est colonels, les généraux, c'est même là. Cherchons donc à voir clair dans la carrière de ceux-là. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils étaient de quel camp? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus par après? Pourquoi on ne fait pas, les médias du Cameroun là, ne font pas les débats sur ça? Pour voir de quel couloir cela a été. C'est ça qui doit nous interpeller pour qu'on comprenne aujourd'hui. Donc sur ce, je m'arrête et je dis à tout le monde, vive le changement dans la paix et vive notre champion, notre guide. C'est ça notre principe. C'est tombé comme ça, on a vu l'homme cohérent et vive le peuple camerounais qui est un peuple debout et un peuple que on peut nous reprocher tout, mais le côté là, on réfléchit, on sait où on va. Et le changement qu'il y aura au Cameroun cette année-là, ça sera du jamais vu. Merci. Merci. Tata Malice, bonsoir. Je ne sais pas si tu es là ou pas. Ou si tu es occupé, tu me dis que tu es occupé. Je donne la parole à Chef Bouba. Oui, Chef Bouba. Bon, bah, tu montes avant Malice après. Je ne sais pas. Avant alors, ok, on t'écoute, Chef Bouba. Ok, d'accord, bonsoir tout le monde. Et, qu'est-ce que je peux dire de ces messieurs? Tu vois, ça me fait de la peine parce que au Cameroun, pour la petite histoire, de 2010 à 2018, par là, 2017, toute la communauté panafricaine était contre le Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun, il soutenait Alassane Ouattara. Si vous voyez la milice cybernétique, en fait, ivoirienne, en tout cas la partie d'Alassane Ouattara et de Guillaume Soro, qui sont très virulents en fait sur la toile, c'est le Cameroun qui était à la tête, c'est lui qui a créé ça. C'est quand il avait vu que tous les Africains étaient pour Laurent Gbagbo, en tout cas ici à Paris, les manifestations se faisaient pour Laurent Gbagbo, des cas partaient pour l'aller presque chaque semaine pour aller rendre visite à des Africains de partout, partaient chaque semaine. Et c'est là que Cameroun qui a créé, avec l'appui d'Alassane et de Guillaume Soro, c'est cybernétique. En fait, ces gens de la filière sont sortis très virulents jusqu'au jour où il y a eu une séparation entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Et on joue aussi pour qu'ils rentrent dans la communauté, parce que la communauté camerounaise ne suivait pas la Cameroun. Pour les gens qui un peu, ou ceux qui connaissent un peu l'histoire, la petite histoire de la révolution, en tout cas des Camerounais qui se battent. Il y a un groupe de Camerounais, pas un groupe, il y a une association de CCD, ça s'appelle CCD du Cameroun, CCD, Conseil des Camerounais de la diaspora, du général Anto. Si vous demandez à tous les membres, ils vont vous dire que le Cameroun, c'est quelqu'un qui sème dans 10 années. Le Cameroun a d'abord divisé les Camerounais
avec le CCD, avec ce que Patrice Lumumba, qui est aux États-Unis maintenant, le code. Le Cameroun fait partie de ces gens-là qui ont divisé et qui ont semé la dysharmonie. Tout juste parce qu'ils veulent prendre la tête de toute initiative, en fait. Quand il arrive quelque part, s'il n'est pas devant, non, ça ne passe pas. Et quand il est devant, quand bien même... Moi, je ne comprends pas, Chobouba. Il est devant, étant assis en lisant les livres. Tu es être devant, sors, tu passes sur le terrain. Mais, c'est ce que, tu sais que... Là, tu lis les livres, tu vas être devant. Tu sais que Vanessa, dans toute révolution, dans toute démarche, en fait, ce n'est pas que c'est mauvais le fait qu'ils lisent, hein. On ne refuse pas dans la révolution. Non, moi j'aime beaucoup. Moi je n'ai pas de problème pour la lecture des livres. Mais ce que je veux dire, c'est que tu veux être président, être responsable, tu veux le push, mais tu es assis en train de lire les livres et bavarder sur Internet. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Mais ce que je suis en train de dire à Vanessa, c'est que le problème n'est même pas d'être devant. Le problème n'est même pas il n'y a pas de problème d'apporter ce côté, en fait, tu vois pas, un peu intellectuel de la lutte. Le problème, c'est de ne pas accepter qu'il y ait une autre personne qui puisse scénario, ou moins qui puisse avoir une autre idée que toi. C'est ça le problème de Franklin aussi. C'est-à-dire, lui seul, quand il n'y a que lui. S'il y a une autre personne qui émet ou qui est aussi la même, ou qui ne dépasse même au niveau intellectuel, tout ça, il va tout faire, tout casser. Quand tu vois le problème, on a beau parler de gamin, tout ça, c'est ça le problème. Hein. Le problème, il est là. Hein. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait deux capitaines dans un bateau. Le problème, il est là. Il aime quand c'est lui seul qui propose. Et le problème de Nancy, avec le général Want aussi, vous connaissez le général Want du CCD, ça commence à l'université. Hein. C'est des gens qui ont été exclus. Hein. Ça commence à l'université. Et comme ils n'avaient pas le droit pour être au devant de la scène, parce qu'à l'université, leur leader, c'était le général Wanto, qu'on appelait à l'époque Colis Power, qui a terrorisé des gens, les universitaires, les gens de cette génération, ils vont vous dire, hein. Ils vont vous le dire, hein. Wanto, lui, ça fait trop longtemps qu'il est ici, hein. Même s'il a arrêté d'aller... 40 ans, non, plus de 40 ans, non. Oui, voilà, 30 ans, non, de 80, ils sont partis à 90. Pendant 90, 93, ils sont partis, tu vois pas. Je pense que c'est en 92. Ça fait plus de 30 ans qu'il est là. Voilà. Donc, du coup, c'est des personnes, même si c'est des personnes, en fait, je le connais. Puisque j'étais dans le CCD, je le connais. Très bien même. Et je ne peux pas vous dire combien. En fait, c'est juste que quand le mec il est rentré dans la mouvance, en fait, l'histoire avec le MRC, et nous, ce qu'on nous a appris, toute personne qui a participé ou qui a adhéré à une association révolutionnaire, la première des choses qu'on vous dit, c'est quand vous êtes ensemble, ça ne vaut pas, c'est pas la peine de critiquer en public. C'est-à-dire, c'est pas la peine de tirer sur le vôtre en public. Ça, c'est la première des choses qu'on vous dit en révolution. Même s'il y a quoi en public, vous ne tirez pas. Quand vous rentrez en bas, vous le faites, en fait. Sinon, ça, depuis même la critique, là, demander à tout le monde la critique, là, ça se faisait. En bas, nous dit, au fond, le monde, là, c'est qui nous a fait? Le panafricanisme, il a divisé. Quand vous parlez, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, tout ça, le problème, c'est quoi? C'est que je souhaite que nous ayons un peu de retenue sur le peuple de l'Afrique de l'Ouest, là. Ne pensons pas qu'ils sont des souverains comme ça. Non. C'est pas comme ça, en fait. Parce que quand on prend que les panafricains, même ici, là, en Europe, les gens de l'Afrique de l'Ouest, ils y sont beaucoup, hein. Je vous assure, hein. Le problème qui se passe, c'est que c'est ce qui nous est arrivé, Vanessa. Tu vois, quand le Cameroun commence en fait à être avec le professeur comme Tokon, que les Camerounais qui ont la conscience de la nécessité suit, qu'est-ce qu'ils font, ces Camerounais? C'est la même chose qu'on va nous reprocher à nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on reproche ça aux gens de l'Afrique de l'Ouest. Parlons avec mesure. Et quand Nancy nous prend dans ce jeu, l'idée de gens qui soutiennent en fait que le Cameroun change derrière le MRC, ils connaissent pour la plupart que le Cameroun, on sait. Quand je le vois saluer le professeur quand on doit d'une réunion là-bas, là, dans le premier arrondissement, je me dis dans ma tête, ça me dit, le mec, si ce qu'il est en train de faire là, je vous assure, ça ne va pas être bon. Tous les Camerounais, en tout cas, nous savons
qui va faire ça. À un moment donné, quand ça va être chaud, il va lâcher. On n'a rien dit du monde, disant baba. Si nous, on se remet en fait à retoucher, pardon, ça c'est pour NCH et d'autres personnes, et là prenons un peu avec l'adhésion des gens de l'Afrique de l'Ouest, en fait, avec, prenons un peu du recul, parlons, ne nous jetons pas comme ça. Comprenons que c'est eux-là, ils sont dans une posture où toutes les personnes qui les apportent de l'aide sur leur mesure, ils vont être d'accord sur ce que la personne dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de critique en baba, ils vont être d'accord. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que nous avions fait avec Franklin Antigus à ce qui sortent. Moi, il faut juste que nous prenions aussi conscience de quelque chose. Et ça, nous l'avions déjà. Dieu merci. Nous avions cette conscience. Le problème, c'est que la libération du Cameroun, c'est entre nos mains. Retenons-le très bien. La libération du Cameroun, c'est entre nos mains. Je me dis pourquoi. Parce que la majorité des personnes comme nous, nous n'attendons rien. C'est ça la particularité. Or, c'est là qui se croient trop ou qui sont. Parce que moi, je n'enlève pas son côté intelligent. Et ils attendent, ils se battent pour quelque chose, hein, pour un poste quelconque. Hein. Ils se battent pour un poste quelconque. Or, le batteur que nous sommes là, je vous assure, la majorité de personnes qui se battent là, ils se battent pour que le Cameroun change véritablement, sans contrepartie. Notre seule contrepartie dans ce but, c'est que nous arrêtons d'envoyer l'argent au Cameroun pour que les gens partent se soigner ou pour envoyer pour que les gens partent à l'école. Et c'est ce que nous propose le MRC. C'est pour ça que je tiens beaucoup à que nous, le bas peuple, nous là, nous qui nous battons sans contrepartie, qui nous levons, qui faisons des directs, qui marchons, qui allons partout. Quand il y a un tout petit peu en fait, de souci entre nous, ça me met tellement mal à l'aise. En fait, je suis tellement touché parce que ça disloque en fait la dynamique en fait. Contrairement par exemple à YMC, il a même tardé. Et regardez la chronologie des choses. Hein. Observons très bien. Je sais que nous avons la capacité de l'observation. Observons très bien ce qui se passe là. Il y a un moment qui sort là-bas qui vous déclare que le Maurice Kamto, écoutez très bien son discours, hein, permettez-moi de faire cette transition. Il dit, Maurice Kamto a pris l'argent. Comment il peut marcher avec quelqu'un qui partage l'argent et ne le prend pas? Écoutez bien le discours. Comment il peut marcher avec quelqu'un qui il parle de Zongon, du père Zongon. Lui, comment il peut marcher avec quelqu'un qui prend l'argent et ne prend pas? Après, il finit par dire, hein? Après, il nous dit... Parce qu'il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Oui, c'est pour ça que j'ai envie que vous suivez très bien les attaques là. Et vous allez voir le parallèle. Hein? C'est un V. Vous allez voir le parallèle. Tu vois pas. Il commence, il dit, hein? Après, vous dites que quoi? Hein? Quand c'est le professeur, le plus grand professeur. Écoutez très bien, heureusement. Quand c'est le plus grand professeur, hein? Il est grand sur tout. Il est ceci. Oh, il est ceci, il est ceci. Il va bien. Il finit par dire quelque chose, en fait. Ce discours dont il a tenu, c'est le même discours quand tu te relances ou quand tu te jettes dans les écrits de 1900, d'avant l'indépendance. C'est le même discours en fait, c'est le même discours qui contenait. Il commence à dire, toutes les personnes qui courent derrière comme tu sont à 99% babléquées. Bon, comme il ne peut pas s'arrêter là, parce que s'il s'arrête là, ça serait flagrant. Il retourne maintenant, il dit, et toutes les personnes qui courent derrière le RDP, c'est 90% de petits. Ils m'ont trouvé, ils m'ont loué, finalement, il a... Il essaie d'équilibrer, il essaie de d'équilibrer. Oui, c'est comme il attaque le professeur, après il fait comme s'il attaque aussi Cabral, Libye pour un peu équilibrer. Justement, tu vois, c'est l'équilibre. Parce que c'est là le même discours. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire par ça, il veut dire par là. Toutes les personnes qui sont là, il précise très bien. Toutes les personnes que vous voyez courir derrière le MSR sont tous babléqués à 99%. Et quand il dit ça, me prend son cerveau, il dit non, attends. Et c'est en fait mettre la pommade. Il dit, le RDP, c'est aussi toutes les personnes qui courent là-bas, là, ils sont à 90%, 90% des bêtises. Et maintenant, regardez ce qui se passe. On va faire la transition. On va s'arrêter au Cameroun. Comprenez le discours. Qu'est-ce qu'il faut pour attaquer le MRC? On commence par vous dire, les gens sortent comme ça, ils commencent à vous dire, ils sortent avec Ernest Wandier. Ils sortent avec Ernest Wandier. Et ils vous disent des conneries, des choses que toi, tu restes comme ça. Comment est-ce qu'on peut demander, quelqu'un peut dire que Ernest Wandier est un bandit?
Et son raisonnement du banditisme de l'Orangie, ça se repose sur le fait que le Cameroun était indépendant en 1960. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les gens se battent encore en 1960 alors qu'on est déjà indépendant? Or, tout le monde sait qu'on n'a pas cette indépendance, n'était pas l'indépendance qu'on voulait. Et il se base sur quoi? Il se base sur les récits du boulot. C'est-à-dire de l'administration. À cette époque, c'est la France qui écrit le rapport. Même les militaires qui écrivent, c'est la France qui écrit le rapport. Tout le monde sait ça. C'est comme vous allez par exemple en Algérie et vous vous basez sur les récits militaires français pour élucider quelque chose en fait. Ou vous venez ici en Allemagne, vous venez ici en France à l'époque, en 1945, à la Deuxième Guerre mondiale, et vous prenez, vous vous basez sur les écrits des militaires allemands pour élucider un fait. Ça veut dire que vous avez tout faux. Et regardez très bien la chronologie, hein? Il prend ça. Et il commence à dire pourquoi Wangé s'est battu alors que l'indépendance était déjà acquis. Il dit Wangé est venu dans le Mungo, il parlait d'un truc comme ça, il balait. Et comme ça pour faire quoi? Pour discréditer en fait le MRC. Et je veux nous épargner de tout ce qui s'est suivi avec Itélé, Bini, tous ces trucs-là. Est-ce qu'il peut éviter les personnes? Alors, nous, la question qu'on doit se poser, comment quelqu'un qui vous dit qui se bat contre le régime, comment quelqu'un, à un moment donné, qui vient vous dire que le Wangé était un bandit, mais entre-temps, il vous dit que je suis bas contre le régime. Ben, tu lui dis, si Wangé était un bandit, puisqu'on a eu l'indépendance, puisque tout le monde sait que le régime, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, n'a pas changé. Et c'est pourquoi les gens se battent. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ces contradictions? Puisqu'on a eu notre indépendance, pourquoi te bats-tu encore? Puisque vous êtes toujours... Et lui, par exemple, on lui pose la question, ça fait 35 ans qu'il se bat. Mais pourquoi il se bat encore? Puisque on a déjà l'indépendance, en fait. Et là, vous avez aussi fait de ça, là. Excusez-moi, hein. Ben oui, c'est ça le parti politique, hein. Il était dedans. Pourquoi se bat-il? On pose la question. Et ça revient ici en France, en fait, que vous allez trouver ces intellectuels qui sont à la recherche de quelque chose. Vous avez le docteur Bolu, le professeur Bolu, qui a commencé... qui tire sur le MRC. Les gens n'ont même quoi? Oui, qui tire sur le MRC. Et quand on va tirer sur le MRC, écoutez très bien, mais ça, c'est quand même un truc de malade. Hein. Voilà une masse, c'est-à-dire le peuple qui se lève pour se battre pour le Cameroun. Et parmi ces peuples, parce que les gens n'ont pas compris la pensée. Il y a le professeur qui a écrit un livre, Le vent de la pensée, qui a parlé véritablement de la pensée et de la violence, en fait. De la violence de la pensée. De la violence quand vous subissez une violence, en fait. C'est-à-dire, quand vous êtes dans l'incapacité de supporter, quand c'est trop, la contrepartie de cela, c'est la violence en même temps. Et cette violence n'est pas condamnable. Qu'est-ce qu'il fait le professeur de lui? Il nous traite de talibans. Il nous traite de violents. Mais c'est un médecin. C'est quelqu'un, c'est un médecin. Il est meilleur, lui. Tu comprends pas? Mais comme c'est quelque chose de conçu, je vous ai dit, c'est enlevé. Ça part des États-Unis, ça traverse, ça va au Cameroun et ça revient en France, tout ça, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tape encore sur nous pour se fragiliser. Sauf qu'il a oublié quelque chose. Nous, on s'en fout la mort. Là, le peuple qui se bat là, c'est de s'en fout la mort. Il y a beaucoup parmi nous ici qui peuvent aller au Cameroun depuis novembre 2018. Il y a beaucoup parmi nous qui ont perdu leurs parents. Ce n'est pas que ça ne leur fait pas mal. C'est parce qu'ils sont dans une révolution. Celui qui a perdu ses parents, qui ne peut pas aller sur... Qu'est-ce que tu vas lui dire qu'il est violent? Mais qu'est-ce que tu vas lui dire qu'il est violent, en fait? Ça va lui faire quoi? C'est plus encore notre cabinet. Et on quitte sur Boni maintenant, parce que le professeur Boni a commencé par soutenir, parce que c'est la même période, il a commencé par soutenir Ouad Cameroun. Quand il avait sorti quelque chose, comment le professeur demande de s'inscrire, machin, truc, nous maintenant il va faire comment avec des étrangers, nous qui avons le passeport. Et il soutient Ouad Cameroun. Maintenant, ça descend sur Ouad Cameroun. Ouad Cameroun met la couche. Et j'ai envie de nous dire, sincèrement, c'est nous ce combat. Et ce n'est pas encore terminé. Vous allez être surpris de personnes, dont nous croyons qu'ils étaient de nôtres. Vous allez entendre ce qui va arriver là.
Les personnes qui vont encore sortir pour insulter ce qu'on fait, pour insulter le MRC. Nous-mêmes, nous n'allons pas croire. La seule chose que j'ai envie de nous dire là, c'est que préparons-nous. Pardon, je sais que psychologiquement, on est déjà prêts. Mais préparons-nous de ces surprises-là et ne soyons pas surpris le moment venu. Parce que ce Cameroun a besoin de nous, les gens d'en bas là qui sont décidés. Parce que la révolution, nous avions la chance d'avoir le MRC. Ça pense. Parce qu'une révolution qui ne se repose pas sur un projet, sur un programme, est une révolution vers l'échec. Ça, c'est la chance qu'on a. On a la chance que la nôtre de révolution se repose sur un parti politique qui va prendre le pouvoir et qui va implémenter en fait la politique qui nous semble mieux. Et s'il ne le fait pas, on va ressortir dans la rue. Moi, j'ai promis ça. Le jour où le MRC, en octobre, le MRC prend le pouvoir, moi, je suis à l'ambassade, je fais toute la carte, je me suis marqué dessus. Hein. Professeur, mais MRC, professeur, voilà ce que vous avez dit que vous allez faire. À partir d'aujourd'hui, si vous faites 90 jours et que vous n'avez pas fait quelques éléments qui permettent en fait de voir déjà ce qui va se passer, je serai votre ami à l'ambassade du Cameroun. Et nous descendrons au Cameroun parce que vous ne pouvez plus nous réprimander comme le LDP se le faisait. Et c'est la chance qu'on a. Que chacun se prépare. Le MRC qui arrive au pouvoir, ça serait une pression supplémentaire. On va lui dire, monsieur le professeur, le cher MRC, vous savez que nous n'étions pas au Cameroun parce que le pouvoir nous interdisait. Vous savez qu'on ne pouvait pas marcher parce que le pouvoir nous interdisait. Maintenant, vous ne pouvez plus nous faire ça. Le monde entier est témoin de cela. Alors, faites ce dont vous êtes venus au pouvoir. Et ça, c'est là où notre lutte sera encore tellement sucrée pour parler comme un quartier. Ça sera un engagement sucré. Parce qu'en ce moment-là, nous aurons la liberté de marcher. Nous aurons la liberté d'aller interpeller l'ambassadeur. Notre ambassadeur ne serait plus comme un dieu. Ça sera un serviteur. Un serviteur. Et nous sommes là pour venir. C'est pour ça que je lance le message à toutes les personnes qui se lèvent. Pardon, je nous par terre. On a déjà trop sacrifié des choses, en fait. On s'est déjà trop sacrifié. Il y a des milliers de Camerounais qui ont perdu leurs parents, qui ne sont pas, et vous savez très bien que nous sommes des Bantous, ça ne rigole pas avec les deux. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs parents. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs amis, leurs femmes, leurs enfants, tout. Pour cette lutte. Et c'est la ligne, reste 7 mois. Restons focus. Ne tirons pas sur les combattants en public. Je parle des gens d'en bas. Et le message qui se comprendra pourra. Ne tirons pas sur les combattants, les gens qui se battent là, pardon. Abstenons-nous. Abstenons-nous pour le bien, pour le meilleur du Cameroun. Abstenons-nous pour que notre lutte, pour que le sacrifice qui est nôtre, que ça soit en fait, que nous la vivons juste un tout petit peu. Nous sommes en plein bateau de Cameroun. C'est-à-dire, nous sommes en plein nord, et il y a 12 lots. Si on commence à se tirer dessus, on va tous couler. Et il n'y aura pas un suivant. Ça ne sera pas un Titanic, hein, parce qu'il y aura personne qui va suivre à cause de notre petite erreur. Alors, conduisons ce bateau à bon port. Ça va s'arrêter soit à Kribi, soit à Limé, soit à Douala. Et nous tous, nous allons descendre et nous allons fêter. Et quand je dis fêter, ça serait la fête pour la continuité. Parce que quand tu es révolutionnaire à vie. Merci. Wow. Bouba. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien selon l'endroit où vous vous trouvez et que vos proches portent également bien. Alors, par rapport à la thématique de ce soir, le professeur Niamsi, en réalité, joue ses cartes comme tout bon opportuniste dans un contexte électoral, dans un contexte qui impose le positionnement. Sauf que, dans sa duplicité, donc le double jeu, tantôt il joue les équilibristes, tantôt il tape un peu sur Maurice Kamto, tantôt il essaye un peu de titiller le régime, on constate que
ça manque de constance. Et il n'y a rien de plus dangereux dans un contexte pareil que des personnes qui manquent de constance, des personnes qui peuvent être versatiles, qui peuvent verser dans la palinodie. Et pour moi, il faudrait justement les mettre à jour et simplement les mettre à l'écart. Est-ce que Biya est un panafricaniste? Laurent Gbagbo, dans son livre Justice libre pour la vérité et la justice, paru en 2018, le disait à la page 64 de l'ouvrage en question. Momo, en 2020 également, lorsqu'il a été interrogé par un média sur la question, l'a également dit. Sauf que, il faut retenir qu'on est en réalité là dans un griotisme politique. Gbagbo le dit, certainement d'expérience dans sa relation avec M. Biya sur un ou deux dossiers. Momo le disait en 2020, par souci de conforter son positionnement politique. Ce qui est certain, c'est que dire que le président de la République est un panafricain ne suffit pas. Ça doit être constaté par des éléments concrets. Très bien. Le panafricanisme, en tant qu'idéologie qui prône le progrès des peuples africains, a historiquement d'abord, et ça c'est important de le retracer, été impulsé par les Noirs de l'Amérique, des Caraïbes, des Antilles. Ensuite, il y a une deuxième génération plus forte, constituée notamment des Kwame Nkrumah, pour les Noirs africains, les Kwame Nkrumah, Ata Diop, Thomas Sankara, etc. Très bien. Je vais vous citer ici, permettez-moi, 3 ou 4 pensées pertinentes de M. Kwame Nkrumah. La première, l'indépendance n'est que le prélude d'un combat nouveau et plus complexe pour la conquête du droit de diriger nous-mêmes nos questions économiques et sociales. L'indépendance n'est que le prélude d'un combat nouveau et plus complexe pour la conquête du droit de diriger nous-mêmes nos questions économiques et sociales. L'économie de cette citation, à mon sens, enseigne que l'indépendance a priori obtenue, formellement obtenue par les États au prix de la lutte, ne suffit pas ou n'a jamais suffi à permettre que le développement, justement le prélude, très bien pour Afrique, n'a jamais suffi à obtenir un changement tout azimut et magique de nos sociétés africaines. Prélude, porte d'entrée, mais est-ce qu'on a vraiment obtenu d'abord ce prélude-là, cette indépendance-là? Sur quelle base, sur quel fondement? Le contexte, on le connaît. Est-ce qu'on est vraiment indépendant? Le droit à l'autodétermination est-elle effective? Parce que moi, ici, ce que j'interpelle, c'est votre sens critique. Ou en tout cas, je vous invite à creuser davantage sur ces questions-là. Donc, on constate qu'après, justement, le mouvement d'indépendance, il y a des combats nouveaux qui se dressent sur notre chemin vers le progrès, vers la félicité, le bien-être commun. Et notamment, ces questions-là, ce combat est lié aux questions de développement économique et social. Voilà là où le droit de diriger nous-mêmes nos affaires nous a toujours été nié ou simplement a toujours été torpillé par les belligérants. Vous en comprendrez le sens plus tard quand je ferai le lien avec l'Union africaine.
Deuxième citation. Il y a un nouvel Africain dans le monde. Ce nouvel Africain est prêt à mener ses propres luttes et montrer qu'après tout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. Discours d'indépendance à Accra, le 6 mars 1957. Autre citation. La liberté n'est pas quelque chose qu'un peuple puisse conférer à un autre, comme un cadeau. Il le revendique comme sien et personne ne peut leur cacher. Donc, ces citations font sens au motif de démontrer que le panafricanisme est avant tout une dimension, un ensemble d'actions qui s'inscrivent dans l'émancipation, l'autodétermination, le progrès économique, politique et social d'un peuple. En cela, quand on voit comment notre trajectoire politique camerounaise a évolué et que nous, en tant que peuple, on s'est ramolli par la peur, par la répression du système Ahidjo et ensuite Biya, est-ce qu'on peut vraiment dire que nous, en tant que peuple camerounais, on est vraiment rattaché à l'idéologie panafricaniste? Je pense que la réponse est sans constat, sans appel. La réponse est bien évidemment non. Combien de nos jeunes, combien de nos enfants, et encore plus combien de dirigeants ont à l'esprit l'ADN, le souci de mettre en avant, de prôner le panafricanisme. On en est très loin. Contrairement au Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, où le peuple burkinabé est foncièrement ancré dans le panafricanisme. Non seulement on regarde leur histoire à travers leur sacré leader, Thomas Sankara, mais surtout aussi dans la préservation et l'entretien de la mémoire collective. Je vous assure que c'est une forte réalité qui vit et résonne dans les mémoires. Au niveau de l'Union africaine, le panafricanisme était censé justement donner vie à cette institution. Puisque le panafricanisme est une idéologie qui doit pouvoir être actionnée, concrétisée dans des institutions. C'est tout le jeu de la politique internationale, au moins au niveau africain. On a donc voulu donner une dimension pratique, une dimension institutionnelle au panafricanisme dans l'Union africaine, sauf que celle-ci s'est avérée être une institution d'inféodation. Quel pays d'Afrique centrale a une idéologie panafricaine? Très bonne question. Là, tu ouvres encore un pan, mais pour l'instant, je vais essayer d'avancer dans mon analyse. Très bonne question. On se rend compte que l'Union africaine, comme beaucoup d'organisations politiques d'intégration sous-régionale ou régionale, sont même des institutions d'inféodation par rapport à l'ordre néocolonial. Parce que la vraie question qui est en jeu, c'est la question de la dépendance économique des pays africains vis-à-vis des belligérants néocolons. C'est ça la vérité. Et donc, du coup, on a essayé, dans la vision des chefs d'État africains et des belligérants européens, occidentaux, de créer, de donner l'impression, de donner le sentiment au peuple africain que l'Union africaine constitue le cadre de réflexion, de mise en œuvre et de protection d'un intérêt commun. Kadhafi avait cette vision plus sérieuse et rigoureuse du panafricanisme. On sait comment il a fini. Humilié par son peuple. Le panafricanisme aussi, c'est une question identitaire.
comment est-ce qu'on s'identifie, comment est-ce qu'on se reconnaît dans notre connexion avec le continent africain. C'est la raison pour laquelle moi je pense, c'est mon avis, que les pays du Maghreb ne souscriront jamais parce que historiquement, ils n'ont jamais voulu intégrer, en tout cas, même de par leurs valeurs, et leur culture, qu'ils souscrivent pleinement à l'idéologie panafricaniste. Il n'y a qu'à voir comment ils traitent nos frères quand ceux-ci vont là-bas, comment ils traitent nos soeurs quand ceux-ci vont là-bas, ou simplement dans le jeu des relations internationales, ou même quand ceux-ci sont ici, dans nos différents pays subsahariens. Il n'y a qu'à voir. Donc, au final, ce qui est quand même important, c'est de dire que moralement, de manière citoyenne, le panafricanisme n'est pas encore véritablement à notre portée. Nous nous en sommes éloignés parce que psychologiquement, socialement, on a été secoué, ramolli par d'autres facteurs, par d'autres choses qui nous ont abrutis, par d'autres choses qui nous ont lavé le cerveau, lobotomisé, phagocyté. Donc, pas évident aujourd'hui de remettre au centre de l'Église ce concept fort important, dont la mise en œuvre, la mise en lumière a coûté la vie à de nombreux pères fondateurs. C'est surtout important de le dire. Et donc, quand on voit qu'en réalité, certains se servent de l'idéologie panafricaniste, le détournent à des fins personnelles, pernicieuses, ça fait extrêmement mal. Il faut être de bonne foi pour reconnaître que on n'a pas été en mesure d'adresser ce challenge comme il faut. Parce que le panafricanisme, c'est l'élévation suprême vers l'intérêt commun. Nous sommes ici en Europe, je vous épargnerai l'économie, l'historique sur la construction européenne. Quand l'Europe commence dans cette dynamique commune, c'est avec la communauté du charbon et de l'acier. Il y avait à la base 5 pays, donc la Belgique et la France. Ensuite, ça a évolué au fur et à mesure des traités et de la volonté commune des États à forger une communauté d'intégration politique, juridique, économique et socio-culturelle pour aboutir à ce qu'on voit aujourd'hui Union européenne. L'Union européenne, c'est une véritable organisation politique où 27 États consentent à céder une partie de leur souveraineté sur des questions précises pour pouvoir mutualiser les efforts de suivi commune, de réussite, de progrès commune et de défense commune. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au sens du traité sur l'Union européenne, le traité de Lisbonne, il est fort important de regarder que les valeurs de l'Union reposent sur la solidarité et l'intégration européenne. Solidarité et intégration européenne. Les modèles d'intégration dont on a voulu souvent s'inspirer, c'est généralement le modèle de l'Union européenne. Voyez comment l'Union africaine est organisée. C'est à peu près pareil, la manière de légiférer. Mais sauf que les valeurs de fond ne sont pas les mêmes. Et chez nous, il y a eu une véritable machinerie, une véritable hypocrisie. Parce que l'échec de l'Union africaine, c'est en réalité qu'elle n'impacte pas nos vies au niveau national. L'Union africaine peine à impacter au niveau national la vie des populations. Or, au niveau de l'Union européenne, vous sentez l'impact direct.
Que ce soit en matière de législation, que ce soit en matière de fiscalité, que ce soit en matière de défense ou de solidarité, vous le sentez direct. On n'aurait pas le temps de pouvoir entrer dans plus de détails, mais c'est certain. Je prends par exemple le droit de l'immigration. Le regroupement familial, c'est de la régulation européenne. Je prends par exemple les permis, il y a un système de mobilité qui est encadré au niveau européen. Donc, l'alimentation, la sécurité alimentaire, des questions encadrées au niveau européen. Ça, il faut le dire. La santé, question encadrée au niveau européen. Vous avez une agence européenne des droits fondamentaux, une agence européenne pour la sécurité alimentaire, une agence européenne pour veiller à la sécurité sanitaire, etc., etc. Voilà comment on met en œuvre une véritable organisation politique, de politique commune ou communautaire, qui va faire impacter sa vision dans les différents États, parties ou États membres. Or ici, l'Union africaine, dont on pensait qu'elle mettrait en pratique la vision panafricaniste des pères fondateurs, c'est en réalité avéré être une pure figuration. En cela, certains disent notamment que l'Union africaine a montré son échec à faire valoir le droit à l'autodétermination de chaque pays, malgré son importance primordiale dans les combats historiques contre l'impérialisme, le colonialisme et l'apartheid. Un combat qui a fait couler beaucoup de sang. Sur tout le continent, les peuples ont le sentiment que la force collective du leadership africain s'est considérablement affaiblie avec la menace d'un éventuel retour en arrière en dépit de nombreuses avancées réalisées. Nul ne peut nier qu'une grande partie de l'Union africaine a fini par devenir une coterie sans principe, déterminée à profiter du pouvoir politique pour s'enrichir, portée par une idéologie selon laquelle la première règle du pouvoir est d'enrichir ses détenteurs. Donc en réalité, c'est un conglomérat d'opportunistes politiques et de carriéristes où en réalité on souhaite s'enrichir, se maintenir, garder son privilège, ses statuts, et c'est là où ça fait mal puisque c'est un mépris des populations qui n'en ressentent donc pas l'impact. Voilà comment on arrive à comprendre qu'aujourd'hui, si le panafricanisme boite, percole, voire régresse, c'est en réalité parce qu'on n'a pas eu des hommes forts avec des institutions fortes pour implémenter cette vision. Mais que des hypocrites, que des personnes très versatiles à la vision perfide qui n'ont souhaité que servir leurs intérêts d'une part et les intérêts des néocolons ou endocolons d'autre part. En cela, le professeur Nyamsi n'est certainement pas la personne de référence qui peut nous donner le chemin à suivre sur cette question. Loin de là. Parce que moi, en matière de panafricanisme, ce n'est pas non plus M. Mbandakani du MNMP que je vais aller écouter, ni Afrique Média, car on connaît tous leur imposture aujourd'hui. Tous. Pas besoin de faire du griotisme politique ou de lire des arlequins pendant 6 mois pour comprendre en réalité que ils nous ont éloignés de cette notion essentielle qui définit notre humanité dans l'échiquier mondial. Notre identité dans l'échiquier mondial. Puisque le panafricanisme est d'abord essentiellement une identité, une idéologie noire. Noire. Africaine. Donc c'est super important qu'on se remette en cause et qu'on se reconnecte pour certains et qu'on se connecte véritablement pour d'autres à cette idéologie forte qui peut finalement nous ouvrir les portes sous de bons auspices pour la compréhension des enjeux de gouvernance politique, économique et socioculturelle, mais surtout aussi pour affirmer avec fierté
notre identité africaine. C'est super important. Et donc, je vais chuter par là. Notre nécessité, nos attentes, notre besoin, certes, c'est d'améliorer au niveau national la bonne charité ordonnée commençant par soi-même, c'est d'améliorer les conditions de vie au niveau national. Nous ne comptons donc pas sur l'Union africaine pour nous aider à y parvenir, parce que c'est d'abord une question interne, politique interne. On a les moyens pour pouvoir y parvenir, même avec le soutien des partenaires extérieurs, mais il faut que la révolution, le changement, l'assainissement commence en interne, dans le berceau, dans la racine, avant de prétendre pouvoir adresser d'autres questions de gouvernance, d'autres enjeux vers le sommet. C'est super important de le retenir ici, et disons simplement que le panafricanisme, en l'espèce, doit pouvoir être saisi ou ressaisi par le peuple camerounais. C'est une nécessité citoyenne, c'est une nécessité pour l'identité africaine. Maintenant, est-ce que tout le monde ira dans ce sens-là, ou est-ce que le bas peuple comprendra les enjeux? Je suis un peu dubitatif, mais je reste quand même optimiste. Ce sont des enjeux, c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation, et Dieu seul sait à quel point le savoir est une arme, et que le savoir n'est pas toujours compris de tous, su de tous, ou accessible. Donc moi, je rends grâce à Dieu pour d'avoir déjà conscience de cela, et j'invite les uns et les autres à méditer sur ces questions-là et éventuellement à propager cette homélie, cet exposé. Super important. Donc je conclus en disant finalement que notre leader, notre président, professeur Maurice Kamto, est bien conscient que le bonheur des Camerounais passe par un changement de système. Que ce système ait des accointances avec la France, avec d'autres partenaires, ça ne nous regarde en rien. Kamto prend le pouvoir, il reconfigure ses rapports avec l'Occident en vertu du principe de table rase. Pas question de continuer sur les mêmes bases avec le système de domination, d'inféodation tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ça doit être un partenariat de win-win, d'égal à égal, sans jeu d'hypocrisie. Et nous, peuple camerounais, nous devons y veiller. Si on n'a pas notre intérêt de manière pleine et entière dans les conventions de coopération ou accords de partenariat économique, nous ne nous engagerons pas. Parce que le Camerounais doit sortir gagnant de chaque interaction conventionnelle ou de chaque cadre de coopération, chaque espace de discussion dans lequel il se trouve. C'est super important d'intégrer cela. Je vous remercie. Je vais peut-être laisser la parole à Gacho ou le CAB veut peut-être parler. Léomi venant d'arriver. Oui, il est temps que je parle. Oui, Gacho, je te fais la passe, merci. Oui, bonsoir, merci. Moi, je ne reste pas longtemps. Je vais être bref. Tout d'abord, je viens son annuellement pour le jour pour accuser M. Maurice Kamto. Je viens l'accuser. Tu vas t'en sortir. Comment? J'arrive. Laissez-moi aller au bout de mon propos. Je viens accuser M. Maurice Kamto devant son annuellement, devant vous tous, devant tout le peuple camerounais. Pour dire ceci, M. Maurice Kamto
était où depuis tout ce temps? Depuis 82, quand Aïdou a donné le pouvoir à Paul Barthélémy Vondo. Il était où? Il était où? Il a tenu tout ce temps s'il a pu venir aujourd'hui. Pardon, je suis quelqu'un de poli. Hein. Monsieur Maurice, comme tu devais venir. Non, Gatou. Monsieur Maurice, comme tu as tout attendu. Il a attendu trop longtemps. Il a attendu trop longtemps avant de venir. Franchement, si M. Kamto avait pris le pouvoir depuis, c'est que le Cameroun a dépassé Dubaï. C'est que le Cameroun aujourd'hui a dépassé Dubaï. Pourquoi on a remis ce pouvoir entre les mains de Vondo? Et je vous dis, mes chers frères et sœurs, je le dis solennellement devant vous tous. M. Kamto, si on perd M. Kamto, au Cameroun, on ne va plus compter le Cameroun. On ne parlera plus du Cameroun. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis.